Et bienvenue dans la suite du concours blanc numéro 7 destiné essentiellement aux élèves de SVT et PC, mais aussi les élèves de sciences maths peuvent le faire sans problème. Dans la première partie, donc c'est un examen très varié. Dans la première partie, j'ai corrigé l'exercice sur l'oscillateur horizontal. Je vais corriger dans cette vidéo l'exercice sur la diffraction. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de diffraction. Donc on va rappeler comment résoudre l'équation des exercices de diffraction de la lumière. L'exercice c'est le suivant. Donc vous avez trois parties qui sont pratiquement indépendantes. Donc on vous donne, donc ça c'est le schéma de diffraction qu'il faut absolument connaître. Vous avez le laser, source laser, vous avez une fente qui peut être soit verticale, soit horizontale. Je vous rappelle que si la fente est verticale, la figure de diffraction est horizontale. Si la fente est horizontale, vous allez voir la figure de diffraction, elle est verticale. Ils sont toujours perpendiculaires. Bien, ce qui est important dans les figures, dans la diffraction, c'est les notations. Donc souvent, des fois on note la distance entre l'écran et le laser grand D, des fois on le note L. Il faut faire très attention. La largeur de la tâche centrale, des fois on le note L, des fois on le note D, des fois on le note 2L. Donc il faut bien faire attention aux notations. On vous dit que sinus θ est égal à n lambda sur A. C'est-à-dire pour n égale à 1, c'est la tâche centrale. N égale à 2, c'est la première tâche satellite et ainsi de suite. Mais en général, on s'intéresse qu'à la tâche centrale. Les questions, c'est écrire la relation entre A, θ1 et lambda, c'est-à-dire la largeur de la fente, l'angle θ sur lequel on regarde la moitié de la tâche centrale, voilà θ1, donc on observe juste la moitié de la tâche centrale, et en fonction de la distance D. Ensuite, sachant que L est égal à 6,3, sachant que D égale à 1,5, sachant que lambda égale à 632,8 nanomètres, calculer la largeur de la fente. Donc je réponds d'abord à cette première question qui est essentiellement des questions de cours. Bien. On vous dit bien sûr dans la première question d'abord d'écrire en quelques mots ce que vous observez sur l'écran. Bien, donc bien sûr, donc sur l'écran, vous observez quoi? Donc on observe des franges alternativement brillantes et sombres. D'accord? La frange centrale est souvent très brillante et de largeur double des franges satellites. Et vous observez aussi que la direction de diffraction elle est perpendiculaire à celle de la fente. On peut noter tout ce qu'on observe sur l'écran. Deuxième question, quelle est la relation entre lambda A et θ1? Donc ça, c'est une relation purement expérimentale. Il faut le connaître par cœur. Donc vous avez θ1 est égal à lambda sur A. D'accord? Donc là, l'angle sur lequel on regarde la tâche centrale, elle est proportionnelle au lambda, inversement proportionnelle à la largeur de la fente. Maintenant, quelle est la relation entre L, D et la largeur de la fente? Il suffit d'utiliser tangente θ. Donc vous avez tangente θ, côté opposé, qui est L sur 2, divisé par côté adjacent, qui est grand D. Donc, et si θ est petit, tangente θ, c'est de l'ordre de θ, et θ, c'est lambda sur A. Donc, si on écrit ça est égal à lambda sur A, donc je trouve lambda sur A est égal à L sur 2D. Et donc, on arrive à une relation entre A, L, D et lambda. Voilà. Et puis après, on vous donne la distance D, on vous donne la longueur d'onde utilisée, on vous donne la largeur de la tâche centrale et on vous demande de calculer A. Donc vous avez tout, il suffit de tout exprimer en mètres. Lambda, nanomètre, c'est 10-9, le millimètre, c'est 10-3, et vous allez trouver une largeur de 0,3 mm. Donc vous voyez bien que la largeur, elle est petite. Bien. Parce que si A est très grand, on ne peut pas observer les phénomènes de diffraction. Donc il faut que A soit de l'ordre de lambda. On peut aller jusqu'à 100 fois lambda sans problème, dans le cas de la lumière. Bien. Donc ça, c'est pour la première partie. D'accord? Donc ça, c'est pratiquement des questions de cours. Bon, je commence B, normalement, il y a d'abord B, ensuite C, mais c'est pas grave, ce sont des parties indépendantes. Là, on va utiliser ce schéma maintenant pour mesurer l'indice de réfraction d'un milieu. Comment faire?
Bon, il suffit pardon, de mettre tout ce montage dans l'eau. Et regarder sur un écran quelles sont les nouvelles largeurs de la tâche centrale. Donc on trouve, donc voilà, donc on plonge le dispositif de la partie A dans l'eau. Qu'est-ce qui est constant dans le dispositif? Le laser, c'est-à-dire on garde la même longueur d'onde du laser. Pardon, c'est pas la longueur d'onde, non, parce que la longueur d'onde va changer. Donc on garde juste la distance D égale à 1,5, voilà, est égal à ça. Et puis on va utiliser une fente de 0,3 mm. Hein. Comme par hasard, c'est ce qu'on avait observé, ce qu'on a obtenu tout à l'heure, 0,3 mm. Vous voyez? Donc là, c'est-à-dire on va garder le même montage, c'est-à-dire la même fente et la même distance. Et on va mettre tout dans l'eau. D'accord? Donc la lumière va se propager non pas dans l'air comme dans la partie A, mais la lumière va se propager cette fois-ci dans l'eau. Donc bien sûr, l'eau c'est un milieu dispersif. La longueur d'onde va changer parce que la longueur d'onde dépend de l'indice de réfraction. Les questions c'est calculer la nouvelle longueur d'onde de la lumière dans l'eau. Quelle est la relation entre la longueur d'onde dans l'eau et la longueur d'onde dans le vide, dans l'air? Bon, l'air est considéré comme dans le vide, c'est-à-dire qu'on a trouvé dans l'expérience A, et à partir de là, déduire l'indice de réfraction. Hein? D'accord? Donc, vous prenez le même dispositif de diffraction qu'on a fait à l'air, et on va le mettre dans une cuve à eau, par exemple. Dans une cuve, vous avez ici l'écran, vous avez la fente, et puis vous avez la même distance D, et on regarde quelle est la nouvelle largeur de la tâche centrale. Et on trouve 1,5. La largeur de la tâche centrale, pardon, on trouve 4,7. Alors que dans la première partie, on avait combien? 6,3. Vous voyez bien que ce n'est pas la même valeur. Hein? Ce n'est pas la même valeur. La largeur de la tâche centrale a changé. D'accord? Bien. Donc, quelle est la longueur d'onde? Eh bien, là, on va utiliser juste les relations de diffraction. Donc, on a dit, bon, voilà, donc mesure de la diffraction. Donc, on a cette relation L, lambda sur A est égal à L sur 2D, il est valable quel que soit le milieu. Dans l'eau, à la place de lambda, on va le remplacer par lambda prime. Et à la place de L, on va mettre la nouvelle largeur de la tâche centrale. Ce qui est fixe pour les deux expériences, c'est l'ouverture, le laser, et la distance entre le laser et l'écran. Donc, il suffit de remplacer ici lambda par lambda prime, et L par L2, A et D sont les mêmes. Hein, on n'a pas changé dans les deux expériences. Et donc, vous remplacez par les applications numériques. A, on connaît, D, on connaît, L, c'est donné, et vous allez trouver 470 nanomètres. Donc, vous voyez bien que la longueur d'onde a changé. Au lieu de 632,8, on a trouvé combien? 470 nanomètres. C'est clair, d'accord? Bien. Vous voyez bien que la longueur d'onde a diminué. Hein? Donc, on va voir pourquoi. Bien. Voilà, donc maintenant, déterminer la longueur d'onde lambda prime, c'est fait. Quelle est la relation cette fois-ci entre lambda prime et l'indice de réfraction de l'eau? Et là, je vais établir deux relations qu'il faut absolument connaître. Elles sont nécessaires pour le baccalauréat et aussi pour les concours, en particulier le concours de médecine. Qu'est-ce qui change? Ou bien, quelle est la grandeur qui ne change pas lorsqu'on change de milieu? Toujours posez-vous cette question. Quelle est la grandeur qui ne change pas? Ah, c'est la fréquence. Donc la fréquence, ce qui ne change pas, c'est quoi? C'est la fréquence. C'est la fréquence. Elle est la même, quel que soit le milieu. C'est une propriété du laser. Donc la fréquence dans l'air, c'était C sur lambda. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Bon, on considère bien sûr l'air comme du vide. Et puis lambda, c'est la longueur d'onde qu'on a utilisée dans l'expérience A. Dans l'eau, la vitesse va être V et la longueur d'onde va changer. Elle est devenue lambda prime. Donc, il suffit d'utiliser ces deux relations pour chercher la relation entre lambda prime et lambda. Donc, vous voyez bien que lambda prime sur lambda va être égal à V sur C. Et là, on va faire intervenir ce qu'on appelle l'indice de réfraction d'un milieu. Ça aussi, c'est à connaître par cœur. Je le mets dans les écrans.
Ah, l'indice de réfraction, c'est la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc vous savez que C, c'est la plus grande vitesse possible, donc c'est un indice qui, pour se rappeler, il doit être toujours supérieur à 1. D'accord? Donc vous voyez bien que V sur C, c'est 1 sur N, et on trouve cette fameuse relation lambda prime égale à lambda sur N. Donc vous voyez bien que l'indice de l'eau est supérieur à l'indice de l'air, c'est pourquoi lambda est devenue plus petite. D'accord? Voilà, donc on peut calculer notre indice de réfraction qui est égal à lambda sur lambda prime. Donc on connaît lambda prime, donc on va déterminer N de l'eau, c'est 1,346. Bien sûr, l'indice n'a pas d'unité. Donc c'est une propriété du milieu étudié. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie B, en fait, mais ce sont deux parties indépendantes. On va contrôler des fils. Vous avez une usine qui fabrique des fils, hein, et on veut vérifier est-ce que le diamètre partout il a la même valeur. D'abord, déterminer le diamètre, et vérifier si vraiment le diamètre il est partout la même valeur, ce qu'il n'y a pas de déformation. C'est-à-dire dans une partie, vous allez avoir un fil très gros, un fil fin. Donc, c'est un moyen de vérifier la qualité des fibres ou bien des fils qu'on a usinés. D'accord? C'est ça l'objectif, l'une des applications de la diffraction. Et on va prendre cette fois-ci, vous savez que la diffraction, vous pouvez utiliser soit une fente de largeur lambda ou très inférieure à lambda, de largeur lambda où ça peut aller jusqu'à 100 fois lambda, ou bien, donc là vous envoyez la lumière, et la lumière va être diffractée. Ou bien vous allez avoir un fil, ou bien un cheveu, tout ce que vous voulez, tout objet. Il suffit que le diamètre de l'objet soit très petit, hein, de l'ordre de lambda, ou ça peut aller jusqu'à 100 fois lambda. Si la lumière frappe sur le fil, vous allez avoir exactement la même chose que la fente. Vous allez avoir un phénomène de diffraction. D'accord? Donc la lumière, on peut avoir la diffraction, soit lorsque la lumière passe par une fente très petite, soit lorsqu'il frappe un objet de diamètre très très petit. Bien. Donc voilà, on vous dit la figure de diffraction nous donne pour un diamètre d égale à 2,6, une tâche centrale de largeur lambda égale à 3,4 mm. Toujours, on utilise le même dispositif, hein, c'est-à-dire lambda. Et bien sûr, la fente A, c'est la même. Il garde la même valeur. Non, pas la fente, bien sûr, puisqu'on a changé l'ouverture. Donc là, la fente va devenir A'. Donc là, l'objectif, c'est justement de calculer ce A'. C'est la nouvelle fente. D'accord? Bien. Donc là, il suffit d'utiliser tout simplement, à la place de la fente, on va remplacer par un fil. Donc, vous avez le diamètre et les données, la longueur d'onde et les données. Donc, on va calculer A', c'est utiliser la relation de lambda d sur L. Donc, ou bien on va l'appeler L1, et puis DA, allez, on va l'appeler D1, D1, et puis lambda n'a pas changé, c'est celle qui était donnée dans la partie A. Donc, vous avez tout. Donc, toujours, n'oubliez pas d'utiliser les unités internationales, la longueur en mètres, partout c'est en mètres. Bien sûr, vous pouvez laisser par exemple D1 et L1 en millimètres parce qu'ils vont se simplifier. Ce n'est pas un problème. Donc voilà, vous allez obtenir A égale à 0,967 mm. Bien. Dernière question. Comment le fabricateur éclaire le fil en différentes positions? Vous avez un fil, il va l'éclairer ici, il va l'éclairer là, il va l'éclairer là, il va l'éclairer d'en face. Il va changer de position. Quelle indication qui va lui permettre de dire que vraiment, partout, le fil il a le même diamètre? Quelle indication à votre avis? Et bien sûr, il suffit de dire qu'est-ce qui va changer comme résultat expérimental si j'éclaire le laser avec la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui va changer comme résultat expérimental si le diamètre de fil change? Eh bien, tout simplement, si le diamètre du fil change, vous allez voir que c'est la largeur de la tâche centrale qui va changer. Pourquoi? Parce que vous avez A fois L, c'est de lambda fois D. Donc, si je garde le même diamètre et j'envoie la même longueur d'onde, normalement, le produit A fois L doit être égal à une constante.
D'accord? Donc, si partout j'ai le même diamètre, je dois avoir la même largeur partout. Sinon, si j'envoie la lumière ici, j'envoie la lumière là et je trouve des tâches centrales différentes, ça veut dire que ce fil n'a pas à des diamètres qui changent suivant la position. Donc voilà une très bonne application de diamètre de la diffraction et ça fait aussi un petit rappel sur les questions classiques de la diffraction. Donc il vous reste juste à laisser un petit mot, hein, donc à encourager cette chaîne et surtout à la partager avec vos amis. Il y a beaucoup d'élèves qui ne connaissent pas la chaîne, donc partagez-la avec vos amis, likez la vidéo. Bon courage, bonne chance et à bientôt.